Nous sommes le 6 mai 2011 à Lausanne, chez vous, Jacqueline Veuve. Alors, vous êtes née en 1930 à Payerne, et puis vous avez fait le gymnase à Lausanne dès 1948. Est-ce que c'est de là que datent vos premiers contacts avec le cinéma, à Lausanne? Oui, je crois que c'était à l'époque où j'étais au gymnase, parce que j'ai commencé à aller au ciné-club. C'était la seule façon, il n'y avait pas de cinémathèque encore, la seule façon de voir des anciens films. C'était quoi le cinéma qui vous fascinait à l'époque? Vous vous souvenez? C'était, quand j'étais plus jeune, c'était la symphonie pastorale. Parce qu'un pasteur qui embrasse une femme, c'était quelque chose quand même de tellement tabou. Et puis je crois que ça tournait, là, le film tournait là autour, c'était peut-être pas un bon film. Mais déjà quand j'étais au collège, là, j'avais vu. À cette époque, vous aviez fait la connaissance de Freddy Buach. Oui, je crois qu'il s'occupait du ciné-club. Un peu déjà de la cinémathèque, mais il y avait des archives en fait. Il n'y avait pas de projection de film. Puis tout était entassé à... Il n'y avait pas de locaux, donc c'était sur les escaliers un peu partout à Montblanc. Non, à Morpon. Par la suite, vous vous êtes formé comme bibliothécaire à Genève. Alors le cinéma, à ce moment-là, il n'y avait pas encore chez vous une envie d'en faire votre métier ou c'était tout Si, simplement... mais c'était impensable. C'était C'était impensable. impensable qu'une femme veuille faire du cinéma à l'époque. Donc, j'ai fait plutôt une formation, une profession où il y avait essentiellement des femmes. Et la chance a voulu que j'aille faire un stage au Musée de l'Homme. Et puis, j'ai rencontré une femme fantastique qui avait Yvonne Odon, qui était directrice de la bibliothèque. Et là, il y avait un défilé de gens très impressionnants qui venaient la voir. Elle avait été à Ravensbrück avec Germaine Tillon. Et c'était vraiment une femme très ouverte. Et moi, je lui ai dit que je ne voulais pas continuer, passer toute ma vie dans une bibliothèque. J'aimerais bien travailler dans le cinéma, d'une manière ou d'une autre. Puis c'est là qu'elle m'a présenté Jean Rouch, qui était un étage en dessous, dans une espèce de cagibi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de locaux, où il y avait un début de film ethnographique, de catalogue, etc. Alors après, j'ai changé d'étage. Mais au musée de l'Homme, vous y êtes arrivé par hasard ou c'était un choix? C'est-à-dire que c'est souvent des hasards dans la vie, comme je ne sais pas qui, c'était Monod, mais le physicien qui disait c'est le hasard et la nécessité. On tombe comme ça par hasard, il faut savoir peut-être aussi passer dans une porte étroite. Et là, on pouvait faire des stages quand je faisais mon école au Musée de l'Homme ou à Barcelone ou je ne sais plus. Puis moi, je me suis dit, bon, au Musée de l'Homme, je rencontrais des gens comme Michel Léris, des gens quand même que j'avais déjà un peu lus, et je trouvais intéressant. C'est comme ça que j'ai été au Musée de l'Homme. Mais sans penser au cinéma alors, a priori. Si, quand même, je me disais toujours, il faut que je trouve un moyen pour faire quelque chose dans le cinéma, mais je n'osais même pas penser de faire un film parce que c'était tellement mythique. Mais au moins travailler dans ce milieu. Donc j'avais quand même toujours cette arrière-pensée. S'il y avait eu, avant votre formation de bibliothécaire, s'il n'y avait eu aucune contrainte sociale, vous auriez fait par exemple une école de photographie ou l'IDEC carrément? L'école de photo, j'y pensais. Ma mère me disait, tu vas pas faire une école de photo pour un magasin de photos, parce que c'est comme ça qu'on représentait le photographe. À l'époque, il y avait une boutique à Payerne. Elle disait, mais c'est pas un métier pour toi, etc. Donc l'école de photo, j'ai oublié assez vite. Puis cinéma, comme je vous dis, c'était impensable, quoi. Ben, il y avait qui est-ce qui parlait? Je sais pas, j'ai une amie qui a fait de l'ethnologie, Ariane Deluc, qui était au gymnase. Elle a fait de l'ethnologie, puis elle pensait à l'IDEC. Moi, c'était l'école de cinéma de l'époque, mais j'osais pas y penser, parce que c'était trop élevé. Alors c'était quoi votre travail au Musée de l'Homme? Très exactement. Ouf, j'ai beaucoup bricolé, c'est-à-dire que d'abord je me suis bien amusée. C'est rare qu'on travaille en s'amusant et vice-versa.
Et c'était très décontracté, parce qu'ici, j'avais fait des stages. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je classais des fiches. Je me suis dit, je ne vais pas passer ma vie à classer des fiches. Et là, bon, on a commencé un catalogue pour l'UNESCO, des films qui étaient déposés là, un catalogue de films ethnographiques français, ensuite un catalogue de films ethnographiques étrangers, et puis on organisait beaucoup de semaines de films ethnographiques, on voyageait beaucoup, Rouge était invité, mais il invitait toujours sa petite cour, dont je faisais partie. Et j'ai beaucoup voyagé comme ça, même à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Locarno. Justement, oui, parce qu'il y a cette très belle photo de vous prise à Locarno par Henri Brand. Oui. Vous le connaissiez, Henri Brand? Très bien, oui, oui, parce que lui, en fait, il commençait à faire des films, et puis il avait fait Les Nomades du Soleil, qu'il avait présenté au Musée de l'Homme. On lui avait dit, mais il faut le présenter à Locarno. Alors Rouge avait trouvé une combine pour qu'il y ait une section de films ethnographiques. Alors son film avait eu un prix, et Brandt était avec nous, c'est donc lui qui a fait la photo. Et je suis restée liée assez longtemps avec lui. Puis après, il a fait d'autres films. Mais là, on s'est un peu perdu de vue, quoi. À Paris, j'imagine que vous fréquentiez la Cinémathèque. Oui, parce qu'à l'époque, la Cinémathèque avait dû déménager. Elle était au Palais de Tokyo. C'était exactement à côté du Musée de l'Homme. Et puis, on avait eu des cartes, évidemment, gratuites, ce qui était pas mal avec mon statut de stagiaire non payé. Et moi, j'y allais tout le temps, quoi, parce que c'était, je vous dis, la porte à côté. Puis j'y allais avec Rouge, et puis on y allait, il y avait d'autres gens qui venaient avec nous. C'était ma première ouverture, en fait. Dans la vie, il me semble que j'ai eu beaucoup de chance d'ouvrir cette porte. Alors, votre travail au Musée de l'Homme a dépassé le cadre du simple stage, ou bien vous y êtes resté plusieurs années? Complètement, parce qu'après, j'ai été engagée, et puis je dépendais du CNRS, ce qui serait impensable maintenant, parce que avec les diplômes que j'avais, je ne pourrais plus entrer comme ça au CNRS. Donc j'avais un poste au CNRS. Et puis je suis restée avec ce poste pour faire quelque chose qui n'a jamais marché d'ailleurs. C'était une idée dans l'air, ça peut-être le début avant les ordinateurs, d'avoir des fiches percées pour chaque sujet, chaque thème dans les films. C'était mais c'était pas assez au point. Donc on a commencé, puis après moi je suis partie, puis je crois que c'est tombé comme ça, quoi. Quelqu'un m'a remplacé à un moment donné, puis après, c'était pas assez avancé, quoi, ce système. En 58, vous avez été script sur un film de Luc Deheusch en Belgique. Vous le connaissiez à travers les personnes que vous avez rencontrées au Musée de l'Homme, justement? Oui, tout à fait. Et puis je connaissais ses films. Il avait fait un film très intéressant qui s'appelait Les gestes du repas, en Belgique, c'est-à-dire suivre les gens de repas traditionnels, mais les fêtes, les baptêmes, les enterrements, etc. C'est un film qui avait à l'époque un certain écho, un certain impact. Et alors il m'avait demandé, bon, parce qu'on se voyait assez souvent, tous ces gens du comité du film ethnographique, qu'il allait faire un film sur Magritte, si je voulais bien être script. Mais vous saviez ce que c'était, script? Bon, je savais quand même, mais disons, j'avais fait ce métier. Mais c'était quand même relativement simple, parce que c'était sur un documentaire sur un peintre, donc c'était pas compliqué de noter à mesure les plans, c'est pas comme une fiction, où je pense qu'il faut avoir un certain métier. Mais c'était intéressant de rencontrer Magritte, qui est un petit bourgeois d'ailleurs, qui ne faisait pas du tout de la peinture de petit bourgeois, mais qui avait une peur folle qu'on fasse une tache sur ses tapis. Et puis il y avait un gars de l'équipe qui était très alcoolique. Il avait toujours peur qu'il soit malade sur ses tapis. Enfin, il était très... Magritte était pas à l'aise, hein, j'avais l'impression, avec cette équipe. Mais peut-être qu'il était à l'aise avec personne, j'en sais rien. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est de voir qu'il avait un milieu très bourgeois, et puis que lui, comme sa femme ne voulait pas qu'il fasse du désordre,
il peignait au Galta. Et son modèle principal était sa femme, qui était une belle femme. Ils avaient une espèce de petit loulou de Poméranie, absolument désagréable, qui aboyait tout le temps. Mais c'était vraiment pas du tout la personne que moi j'attendais à voir, quoi. C'était vraiment, comme je dis, quelqu'un de très bourgeois, quoi. On s'attend toujours à ce que ces hommes un peu exceptionnels soient exceptionnels dans leur vie, ce qui n'est pas le cas. C'était vos premiers pas sur un tournage. Sur un tournage, oui. Hein? Vous aviez l'impression qu'en Belgique, c'était différent de la Suisse? Ben, c'était, oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même déjà, ils avaient voté des crédits, et Luc Deoche avait pas mal de crédits pour faire son film, alors que nous, c'était assez misérable à l'époque. Je ne sais pas, c'était en quelle année 58. Oui, il y a de la loi sur le cinéma, n'avait pas été votée, c'était seulement voté en 63. Donc en Suisse, qu'est-ce qui s'était fait en documentaire, à part le film Les Nomades du Soleil de Brandt? Je ne sais pas, je crois rien. Ah non, il y avait Parade qui a fait des films quand même déjà. Oh, en Suisse allemande, il y avait quand même Mertens Ouais. et Marty qui avaient leur boîte de production. Oui, Téléproduction à Zurich. ils avaient fait Ursula, et puis Seiler, non? Pas encore. Seiler et Kovacs. Tout a à peu près commencé avec le début des années 60. Ouais. J'ai l'impression Mais eux, que c'est c'était beaucoup de choses. ces premiers films qu'ils ont faits qui étaient très très beaux. Seiler et Kovacs, c'était des films publicitaires pour l'Office du tourisme, ces petits films. Ils ont fait toute une série qui était magnifique d'ailleurs, sans son, avec de la musique et des bruits d'ambiance. Commencer par être script, c'était assez typique à l'époque pour une femme. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées script. Hein. C'était un métier spécifiquement féminin parce qu'on avait décidé que les femmes faisaient plus attention aux détails. Donc on avait décidé que les femmes n'étaient pas caméraman, caméra-women, et qu'elles pourraient être script. C'était déterminé comme ça à l'époque. Alors cette collaboration-là n'a pas connu de suite avec Luc Deoche? Non, mais c'était pas prévu qu'il y en ait. D'accord. Parce que lui-même, il a essayé de faire une fiction et ça n'a pas du tout marché. C'était très compliqué. Il n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait un film au Rwanda il y a 4-5 ans. Mais sinon, je n'ai pas suivi... Bon, je suis encore en contact avec lui, mais je n'ai pas suivi sa carrière. Il était surtout professeur d'ethnologie à l'université, lui. Mais par contre, de vous trouver là en Belgique, avant ça à Paris, et puis de voir qu'il ne se passait pas grand-chose en Suisse au niveau du cinéma, ça ne vous donnait pas envie de travailler hors de Suisse? Vous avez parce que- pensé à Bon, ça? moi, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, puis je me suis dit, après tout, mon champ d'action pourrait être la Suisse. Parce que personne... C'est que Marguerite Mead qui disait qu'une femme, comme c'est plus compliqué, il y en a moins, il faut choisir un champ de travail sur lequel les hommes n'ont pas intérêt ou n'ont pas accès ou n'ont pas d'intérêt. Ouais. Elle disait, par exemple, un exemple que j'aimais bien, elle dit, vous voyez une femme qui veut avoir des enfants, qui se marie, puis qui dit, je vais être pilote. C'est impensable, avec les horaires. Peut-être maintenant, oui, mais disons à l'époque, c'était impensable. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1958 et puis votre premier court-métrage qui date de 1966, donc il y a presque 10 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces Mais années-là? mon Dieu, vous me posez une bonne question, je ne sais pas. Bon, vous aviez 2 enfants en bas âge. Oui, non, mais j'ai continué, j'étais secrétaire, ça voulait dire que je voyageais quand même beaucoup, du comité du film ethnographique. Ça voulait dire que je faisais des contacts, j'organisais, j'allais à Paris, je voyais rouge, on organisait des semaines de films ethnographiques, en Grèce, en Hongrie, on était un peu partout. Et puis c'était moi qui le faisais avec Rouge. Vous avez aussi été rattaché au Festival international de Florence. Voilà, c'est nous qui l'avons créé, en fait. Qui ça nous? Parce que Rouge, et puis est-ce que Luc Deoche était là? Je sais pas, c'était toujours un peu le même groupe. D'accord. Puis on essayait d'avoir un peu des étrangers, un Polonais, un Hongrois, un Tchèque, pour dire, on est quand même comité international
Et- Pourquoi à Florence? Mais parce que c'est eux qui... Ils avaient à l'époque de l'argent. Il y avait des ethnologues, dont un professeur Sepili à Pérouse, et puis il y avait un professeur dont j'ai oublié le nom à Florence. Et eux avaient de l'argent, puis voulaient demander à ce comité d'organiser une fois par année un festival. Donc c'est parce que la ville, il y avait de l'argent qu'on pouvait, je pense qu'ils pouvaient dépenser pour cette semaine de films ethnographiques. J'ai vu qu'au début des années 60, vous avez aussi travaillé à la prospection de films pour l'émission de la TSR Continent sans visa, c'est juste? Oui, j'avais, mais pas beaucoup. Ouais, Mais par contre, vous avez j'avais pas... travaillé, j'avais cherché des films, trouvé des films. Justement, il m'avait demandé, parce que comme je voyais beaucoup de films dans ces festivals, ça c'était un film, un des films, c'était un film grec. C'était assez intéressant, c'était des hommes qui dansaient sur la cendre, qui passaient très vite, qui dansaient des danses grecques en marchant une partie enfin très très rapidement, en passant sur des cendres, mais où c'était encore rougeoyant. C'était assez impressionnant. Puis il y avait d'autres films. Alors donc ils avaient, si vous voulez, je leur proposais des films. Je me souviens plus quels autres films. Mais du coup, vous aviez des contacts avec les réalisateurs de Continent sans visa? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi j'ai l'impression que j'ai été beaucoup mise de côté parce que j'étais une femme pendant très longtemps. Mais ça me dérange. Je savais que c'était comme ça. Donc j'ai quand même continué. Vous auriez eu éventuellement envie de devenir réalisatrice à la TSR ou ça n'a pas été une idée? Ben, c'est-à-dire, oui, ça m'aurait intéressé parce que c'était une des rares possibilités à l'époque. Comme indépendant, il y avait le groupe des 5, c'est tout. C'était un petit peu J'ai jamais plus tard. essayé de m'en approcher parce que non plus, ils m'ont pas essayé de m'approcher. Puis je crois qu'à l'époque, c'était les 5 et puis basta. Hein? Je crois pas que j'aurais eu ma place. Donc, c'est ce qui m'a aussi décidé à faire le genre de film ethnographique que je savais faire, et puis travailler en Suisse, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un champ d'action, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes qui s'y intéressaient. On a évoqué Henri Brand. Je crois que vous avez été associé à son travail pour les films de l'Expo 64. Oui, puis on s'est brouillé, évidemment. On a fini par se brouiller. Parce Vous que je faisiez quoi? trouvais que, ben, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'idées. Parce qu'il avait un mandat, la loterie romande avait donné de l'argent. Il avait besoin d'idées pour ses petits films. Et puis il n'en avait pas beaucoup, puis moi je croyais que j'en avais un peu plus. Mais après, j'ai réalisé qu'il m'avait piqué mes idées. Et puis que, bon, il m'avait mis à la porte. Enfin bon, c'est un peu dur à dire, mais c'est peut-être qu'il il réalisait pas, il croyait que c'était peut-être... Les idées, c'est toujours compliqué. Parce que tu apportes une idée, puis l'autre dit, non mais c'était mon idée. Alors on se bat pour des idées. Alors moi j'avais vraiment l'impression, en revoyant les films, que j'avais été mystifiée, quoi. Mais après on s'est reparlé, mais on s'est longtemps pas parlé. Vous aviez des contacts avec le musée d'ethnographie de Neuchâtel qui avait quand même un certain... Pas beaucoup, ils nous ont invités une fois avec Rouge quand c'était Gabu. Oui. Et puis après j'avais Jean pas de Gabu. contact. C'est maintenant, oui, j'ai eu des contacts avec le nouveau D'accord. Mayor. On avait montré des films du bois, je ne sais plus à quelle occasion. Alors en 1966, cette fois vous avez passé à la réalisation. C'est le court-métrage Le panier à viande que vous avez co-réalisé avec Yves Yersin. Yves Yersin, vous l'avez connu où? Mais c'est-à-dire que tous les deux, on cherchait à faire un film pas trop cher, parce qu'on n'avait pas de production, pas d'argent. Et puis on s'est rencontrés, parce que je ne sais plus qui nous a mis en contact. Et puis on avait une grande ambition, un grand projet. C'était de faire un film en Suisse sur le folklore. Mais c'était complètement abstrait si on réalise maintenant. Sur tout ce qui disparaissait. C'était la folie, quoi. Ça aurait été 50 films. Enfin, c'était une idée de départ. Et puis ensuite, moi, j'avais vu une photo d'une boucherie qui était prise comme ça, en plongée. Puis je me disais, mais ça sera un bon thème. Puis c'est une journée de travail.
On peut essayer de faire ça, parce qu'on peut trouver quelqu'un, une caméra, un caméraman, enfin c'est relativement facile. Puis le premier cochon, on l'a loupé, parce qu'il est mort avant qu'on soit prêt. Ça va vite. Et puis les cochons étaient plus agiles que nous. Donc, premier échec. Puis ensuite, on en a trouvé un où ça a marché. On savait qu'il fallait être prêt, quoi. Mais alors, vous vous souvenez si vous avez cherché une aide financière? Il n'y en avait pas. Enfin, on n'en a pas cherché. On a mis chacun 2000 francs pour payer la pellicule. On n'a payé personne. Et puis le son, et puis la table de montage. Mais Et puis, d'où venait le matériel? Vous connaissiez déjà un peu des gens qui ont travaillé avec vous? Je ne connaissais pas. Non. C'est la caméra, c'est Igal Nidam, qui après était à la télé. Le son, mais je ne sais même plus qui c'est qui a fait le son. C'est pas Yersin, en tout cas, c'est pas son frère. Je sais pas. Et après, on n'avait pas de son direct. Non, c'est pas compliqué, on n'avait pas de son. On n'avait pas de son direct. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de son synchro sur la caméra qu'on avait. Ça a commencé à exister en Amérique avec les frères Maisel. Mais disons, en Suisse, on n'avait pas. Donc après, on a bricolé un son d'ambiance. Oui. Pierre Delessert. Qui? Pierre Delessert? Ah oui, qui était photographe après. D'accord. C'est un photographe. Mais si on avait du son, mais on n'avait pas du son direct. C'était plus facile de démarrer à deux, surtout en tant que femme. C'est pour ça que vous avez fait un film à deux? Ben, c'est-à-dire que comme on avait discuté les deux au départ concernant ce projet, non, c'était plus compliqué parce qu'après, on a toujours donné la nationalité du film à Yersin. Mais on n'a jamais dit Yersin est veuve, on a toujours dit Yersin. Donc c'est un peu... La pilule était difficile à avaler, mais bon, c'était pas de sa faute à lui, c'était comme ça. Et moi, je pense que c'était plus facile à deux quand même. Parce que lui, il n'avait pas non plus beaucoup d'expérience, moi non plus. Moi, j'avais visionné beaucoup de films, c'est pas la même chose entre visionner des films et faire un film. Hein. Mais donc, une fois le film réalisé, le panier à viande, vous vous êtes dit, on va le diffuser? Comment? Oh ben, il commençait à y avoir des primes à la qualité. Et puis on l'a donné à la prime à la qualité, on a reçu de l'argent, et puis on l'a donné, on a payé les gens qu'on n'avait pas payés. Puis ensuite, on l'a montré, mais on l'a montré une ou deux fois au cinéma, mais il était trop long pour passer avant un film, puisqu'il faisait 30 minutes. Puis il a passé à la télé bien après. Recevoir une prime à la qualité, bon, c'était déjà un peu d'argent bienvenu, mais c'était aussi une reconnaissance pour Ah vous? ben, je pense, oui, c'est quand vous commencez, c'était intéressant quand même. Et la somme que représentait C'était cette prime à 10 la 000 francs. qualité, c'était 10 000 francs? Ouais. Est-ce que vous C'était l'avez beaucoup pour l'époque. Vous l'avez utilisé comment? Mais on a payé, tout le monde, les gens n'avaient pas été payés. La location de la table de montage, enfin, les techniciens, nous on s'est un petit peu payés, donc c'est comme ça qu'on s'est répartis. Alors j'aimerais bien qu'on ouvre le chapitre de la Kunstgewerbeschule à Zurich. J'ai pas compris. On va parler un petit peu des cours que vous avez suivis à la Kunstgewerbeschule. Oui. Vous vous souvenez comment vous avez entendu parler de ces cours? Je crois qu'il y avait une annonce dans un journal, et puis j'avais parlé... Comment est-ce que je la connaissais, cette fille? Mais j'avais fait déjà à l'école normale, non? Vous connaissiez quelqu'un qui a... Oui, vous aviez... Oui, donc c'était avec une fille qui était avec moi à l'école normale, qui était belge, et qui avait un ami à Zurich, qui avait ce cours. Et puis j'ai été faire les examens d'entrée, il y avait 112 candidats. Mais parce que c'était la première, tout le monde disait qu'on va faire des films, enfin c'était quelque chose de magique, quoi. Et puis on était, je crois qu'ils en ont pris 24, 12 pour la réalisation, puis 12 pour la caméra. Vous Voilà. étiez présenté pour la réalisation? Oui. Mais c'était un examen très intéressant parce que c'était un examen
fait par un professeur tchèque. C'était l'examen qui a été notre professeur après à l'école, l'examen qu'il faisait dans les écoles à Prague à l'époque pour l'entrée à l'école de cinéma, qui était très prestigieuse à l'époque. Et c'était 3 jours d'examen, un de culture générale, enfin, puis après, de mise en scène, enfin, est-ce que vous êtes capable de collage, de papier pour voir si on avait le sens des couleurs, enfin, c'était très sophistiqué. Un petit passage faire une mise en scène, une petite scène sur un thème. C'était une nouvelle de Maupassant. C'était vraiment assez étonnant. Tout ça en Moi, allemand? Non, mais moi, c'était en français parce que le prof polonais, ben, il ne savait pas l'allemand, alors il parlait le français. Mais dans l'ensemble, j'étais la seule. Ah non, il y avait Yersin, mais Yersin, Luc, le frère, ils étaient bilingues. D'accord, sinon il y avait plutôt peu de romans. Il y avait alors. des Suisses allemands, à part lui et moi. Vous avez senti s'il y avait une différence de mentalité ou de perception du métier entre les alémaniques et puis les C'était romans? compliqué à l'époque. Parce que tout le monde était nouveau, donc moi je ne l'ai pas autrement. À part que la langue, c'était compliqué, parce que je parlais beaucoup le suisse-allemand, et puis il y avait beaucoup de cours en allemand. Mais ça allait. Il y avait beaucoup de femmes? Non, je crois qu'on était 3. Il y en a une qui a quitté en cours de route, puis l'autre, elle était caméra woman. Elle a continué assez longtemps. Je l'ai vue, on a eu une réunion il y a 2 ans, je crois, des anciens élèves. Puis après, elle a eu 3 enfants, et puis elle avait arrêté, mais elle regrettait, elle voulait reprendre. Elle a travaillé en Allemagne, elle. Alors ces cours de cinéma, ça représentait quoi? Une formation à plein temps? Une. C'était une formation à plein temps? Après de cette école? Oui. Ah oui, 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 tout à fait. C'était 2 fois 4 mois. Parce que souvent, c'était des gens qui étaient un petit peu dans la profession, ou qui étaient photographes, ou qui étaient dans la publicité. Et c'était l'été, de juin à septembre, et puis l'année suivante, c'était aussi encore de 4 mois. Moi, j'ai fait un cours. Pourquoi? Après, parce que j'avais une famille, et puis j'avais l'impression que j'en savais assez, non, mais sans prétention. Avec la formation que j'avais avant, 1 fois 4 mois, ça me suffisait. On a fait un film. Alors, c'était en 35. On avait chacun un film à faire. Mais alors justement, cette école avait certains moyens pour... Chaque élève a fait un film en 35 mm? Oui. Il y avait un budget qui avait été alloué, je pense. Mais après, l'école a dû s'arrêter, puis j'ai appris que c'était pour des raisons politiques. Parce qu'en fait, M. Heger, qui était monteur, qui avait créé cette école, qui avait monté tous les films suisses connus à l'époque, il avait essentiellement pris des profs à l'Est. Puis on a dit qu'il était communiste, évidemment, à Zurich à l'époque. Donc, il n'y a eu qu'une fois ces cours. Puis après, ça s'est arrêté, mais on a su que c'était pour ces raisons. Mais alors juste pour en revenir au film que vous avez tourné dans le cadre de cette école, vous savez si, par exemple, cette école collaborait avec des boîtes de production, ou bien d'où venait tout ce matériel? Mais alors ça, je ne peux pas vous savez répondre. pas. Parce que on avait du matériel, mais on se répartissait. Il y en a un qui pouvait tourner 2 jours, puis toute une semaine, il y avait des élèves. On était 2 par film. Et moi, je pense que c'était loué. C'était pas la propriété. On était à l'école Kunstgewerbeschule, à l'école d'art, comment ça s'appelle? Oui, l'école d'art. D'art appliqué. Mais c'est vous qui avez dû payer pour cette formation? Pour cette, non. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir payé pour cette école. Mais peut-être j'ai payé 400 francs. Si j'ai payé, c'est 400 francs. Il me revient comme ça un chiffre, mais pour le film, pour tout ça... Ça faisait partie du... Non, moi, je pense qu'ils avaient touché de l'argent du canton, de la Confédération. Vous avez eu des cours avec Kurt Fru, c'est juste? Oui, Vous connaissiez un petit peu ce qu'il avait fait? Vous oui, connaissiez les je films connaissais suisses? ces films. Oui. Ouais, ouais. Comédie. Mais moi, j'avais plutôt le professeur, parce que lui, il avait les Suisses allemands.
Moi, j'avais le prof polonais. Ces films que vous avez faits dans le cadre de l'école, ils ont été montrés? Oui, après, bah, c'était des petits films, hein. C'était 7 minutes, mais c'était bien parce que ça nous a donné une discipline. On savait qu'on avait 2 jours de tournage, tant de jours de préparation, et puis qu'il fallait qu'on s'occupe de 3 musiciens, enfin, il fallait des textes, etc., quoi. On a vraiment dû tout faire. Et puis on les a montrés à Winterthur dans le cadre des films courts. On a montré tous les films il y a 4 5 ans. Mais moi, je trouvais qu'ils avaient assez bien tenu la route, ces films. Et puis à l'époque, ils ont été montrés à Soleure. Oui, bien sûr, oui, oui. Vous étiez allé à Soleure? La première fois que je suis allée à Soleure, c'était avec le panier à viande, avec le film sur la boucherie. Oui, oui, pour les films, j'étais allée, mais je n'ai pas de souvenirs. Puis ce petit monde du cinéma suisse qui commençait un petit peu à se former, ça vous faisait envie De quoi, ça? de faire partie de ce monde-là du cinéma suisse? Oui, mais en même temps, je m'y suis pas tellement frottée parce que c'était essentiellement des Zurichois. Et puis ici, bon, il y avait Landry qui avait commencé, mais moi, il m'a jamais sollicité. Moi, j'ai jamais sollicité non plus. Donc, moi, j'étais assez isolée, mais ça me gênait pas autrement. Je continuais à avoir des contacts avec Paris, puis dans mon métier, donc ça suffisait. Alors, ce court-métrage qui s'appelle Dimanche de Pingouin, Oui, c'est un travail de diplôme, oui, mais c'est un genre fictif, c'est la fiction. c'est de la fiction. Mais ça, oui. c'était un désir de votre part? Ou c'était Mais une c'est-à-dire consigne? que on avait un choix. On pouvait choisir le sujet, mais après, il fallait le mener à bien. Et puis moi, j'avais eu cette idée, j'avais vu une BD de Sempe, je crois, où il y avait un type sur une plage qui lisait, puis tout d'un coup, il y a une jolie fille qui arrive, puis il se fait piquer la jolie fille parce qu'il y a un type plus malin et plus beau et qui arrive vers la fille plus vite. Je trouvais ça, on pouvait faire quelque chose, quoi. Et puis on a tourné, mais moi j'ai vraiment eu la peine parce que on a tourné à la plage et puis mais les jours que j'avais, il pleuvait. Alors bon, on ne pouvait pas tourner. Et puis finalement, je l'ai fait, ce film. Mais, les montages, Loredana, la monteuse, qui avait bien vieilli, ils ont sorti un bouquin, mais en allemand, de Thomas, Scherer. ouais, avec le CD. Donc il y a tous les films là. Vous êtes sorti de ces cours avec un diplôme? Oui, ben oui, C'est quelque chose qui vous a été utile par la suite, vous? j'en sais rien. C'est difficile, ouais, je pense. Vous savez, quand on avait des diplômes à l'époque, c'était utile. Ensuite, j'avais fait un diplôme d'ethnologie à l'école pratique des hautes études. Après, parce que pour entrer au CNRS, il fallait que j'ai un papier comme ça. Alors sans parler de diplôme, les cours en eux-mêmes, vous pensez que ça vous a été utile? Moi, je pense, oui. Parce que ça nous permet. On avait un professeur qui nous donnait des analyses de contenu. Ça, c'était très intéressant. Voir comment les Allemands filmaient les bateaux de guerre, filmaient leurs propres bateaux, les autres, leur très gros, les bateaux étrangers tout petits. Enfin, c'était un prof, il parlait en Hochdeutsch, ça allait assez bien. Non, moi, je pense que j'ai quand même appris à me cadrer. Puis à l'époque, on ne pouvait pas tourner comme maintenant, parce que c'était cher, la pellicule. Donc moi, j'ai eu l'habitude maintenant de toujours penser avant pour tourner le moins possible. Maintenant, on tourne, parce qu'en vidéo, ça coûte moins, ça coûte pas cher. On n'a plus la discipline de préparer avant, hein. Entre le milieu des années 50, où vous avez fait ce travail au Musée de l'Homme à Paris, et puis là, à la fin de ces cours, on est à peu près à la fin des années 60, est-ce que vous avez constaté que l'intérêt pour le cinéma en Suisse avait changé pendant ces 10 ans? Il y avait quelque chose entre le milieu des années 50, quand vous étiez à Paris, et puis là, la fin des années 60, après ces cours à Zurich. Vous avez l'impression mais ça restait cloisonné, hein, quand même. Ça restait cloisonné.
Et c'était impensable pour une femme, encore moins, impensable de se former comme réalisateur. Parce qu'il y avait quelques réalisateurs connus, et puis on voulait pas, c'était très protégé. Enfin, c'est l'impression que j'ai maintenant. Mais donc à l'époque, là, la loi sur le cinéma était en route. Vous aviez des projets précis à la fin des années 60 de demander une subvention à Berne pour un film? Mais attendez, 60, j'avais déjà fait, pour me rappeler un peu les choses, parce que je ne me souviens plus, j'avais déjà fait le panier à j'avais... Alors, le panier à viande, c'est 66. Ouais. La loi sur le cinéma, c'est 63, donc un petit peu avant. Non, moi je pense pas, c'est avant 66. Non, parce que je m'occupais de festivals, Et puis c'est là que j'ai fait ces analyses de contenu là, sur ces fiches, qui ont d'ailleurs rien donné. Mais alors, est-ce que la politique culturelle en Suisse, c'est quelque chose qui vous intéressait ou pas tellement? La quoi? La politique culturelle en Suisse, justement, la mise en place de cette loi. Non, ça ne m'intéressait pas autrement. Vous avez jamais été dans des commissions Non. à Berne? J'ai été, mais j'étais une piètre. Non, j'étais pas bonne parce que... Mais vous l'avez été? Oui, j'ai été dans le... J'étais dans quoi? Attendez. Pour Pro Helvetia, j'étais dans le comité de Pro Helvetia qui choisissait les films pour l'étranger. J'ai été dans l'association vice-président des réalisateurs, mais j'étais vraiment... j'ai jamais brillé par mes interventions. Mais c'était votre intérêt qui était moindre ou bien c'était comme vous étiez accueilli dans ces commissions? Ben, c'était les deux, je crois. Un Je peu me des sentais deux. assez seule. Et puis en même temps, ça m'a jamais intéressée, en fait. Je trouvais que je devais mettre toute mon énergie. J'avais une famille, je voulais faire des films. Il fallait que je mette mon énergie là-dessus. Mais quand même, j'avais pas encore fait de film. Mais je continuais à m'occuper des festivals de films ethnographiques. Alors vous n'avez pas été tout de suite admise dans l'association des réalisateurs de films, ça Non. vous l'avez dit, oui. Oui, mais j'ai dû faire je ne sais pas combien de films pour qu'on me demande que j'en fasse partie. À l'époque, c'était comme ça. Mais il y avait des gens qui entraient après, qui n'avaient qu'un film. Mais moi, on a attendu que j'ai fait 6 ou 7 films. Alors finalement, ça me faisait très envie. Puis après, ça m'était complètement indifférent. Parce que je me disais, c'est que ça, en fait. Hein. Il y a un autre petit film que j'aimerais évoquer, c'est Musique en tête. C'est le petit film avec la chanteuse Arlette Zola, que vous avez fait juste en sortant des cours de Zurich, avec justement toute une équipe technique. C'était des gens avec qui vous aviez fait les cours, je crois. Il y avait Luc Yersin pour le son, Jürg Hassler, Edouard Winiger à la caméra. Oui. Ça, c'est des gens que vous aviez côtoyés à Zurich? C'était des gens avec qui j'ai fait le cours à Zurich. Hassler et... Comment il s'appelle l'autre, déjà? Winiger. Pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'ailleurs. Et que j'ai revu de temps en temps à Soleure ou comme ça. C'est Georg Janett qui a monté le film. Je crois que vous avez encore travaillé. C'est-à-dire, il a pas participé. D'accord. Comment est venue l'idée de faire ce petit film? Vous vous souvenez? Mais je me dis, je sais pas, on parlait un petit peu d'Arlette Zola. Puis je me disais, ce serait intéressant de faire un portrait d'une chanteuse suisse qui monte, qui essaye de faire quelque chose. J'en avais entendu parler. Ce petit film, c'est le premier qui est produit par Aquarius. Ouais. Aquarius, d'où vient Aquarius, c'est moi. Parce que je voulais... C'était très difficile de trouver de l'argent si vous n'aviez pas une maison de production. Et puis, moi, j'ai fait une société de production où c'est moi, Aquarius. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Ça vient d'où, ce nom, Aquarius? Moi, je suis du signe du Verseau. Alors voilà, Aquarius, c'est comme ça que j'ai pris le nom d'Aquarius. Vous nous avez expliqué avant qu'avec cette mise en place de la loi sur le cinéma, il fallait que ce soit le producteur qui demande de l'argent, oui, et pas le réalisateur. Mais on pouvait être producteur et réalisateur. Il fallait demander, je crois. Il y avait toujours des exceptions.
Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est quel type de matériel vous avez utilisé pour tourner Musique en tête. Est-ce que vous vous souvenez de la caméra et de l'appareil de prise de son que vous avez utilisé? Écoutez, ça devait être à l'époque, je ne sais pas si c'était une Bolex ou une Arriflex, je ne peux pas vous répondre. Et puis c'était un Nagra Kudelski. Le gros Nagra, c'était le mien parce que j'en avais un. Et alors là, je crois Est-ce qu'on avait du son synchrone? Je ne me rappelle plus. Honnêtement, pour la panier avion, je me souviens qu'on n'avait pas de son synchrone, mais là, je crois qu'on en avait. Oui, ça existait à l'époque. Tout ce que je peux vous répondre. Oui. On est en 1968. À Genève, ça va être justement un peu les débuts du groupe 5. Vous l'avez évoqué avant, mais est-ce que vous aviez des contacts avec ces gens ou c'est quelque chose qui vous attirait? Mais vous savez, le groupe 5, bon, c'était le groupe 5, je veux dire. Moi, j'ai jamais essayé d'être le groupe 6, le 6e, et puis on m'a jamais demandé, donc j'ai jamais eu de contact autre. Si ce n'est que j'avais de l'estime pour eux, parce que je trouvais qu'ils faisaient de bons films. Bon, eux, ils voulaient faire de la fiction avant tout. Oui. Mais vous, est-ce que c'était aussi une envie de faire de la fiction avant Non, tout? pas vraiment. Moi, j'ai été très à l'aise dans le documentaire. Bon, j'ai fait 2 fictions parce que c'était des sujets que je ne peux pas faire autrement qu'en fiction. Parti sans laisser d'adresse et l'évanouie. Mais sinon, moi, j'aime bien les gens et puis je trouve qu'ils ont un ego moins fort que les comédiens. Et je me sens plus à l'aise avec les gens que je filme dans les documentaires. C'est un choix, alors, vraiment. C'est pas parce que j'ai pas pu, mais c'est parce que j'ai pas voulu. En 66, vous avez fait un brevet d'institutrice à l'école normale, donc à Lausanne. C'était une sorte de moyen détourné pour pouvoir faire du cinéma. Parce que suite à ça, vous allez être engagé au cycle d'orientation à Genève. Oui. C'était aussi en partie grâce à ce brevet d'institutrice. Oui, c'est-à-dire que je reçus Marguerite Mead. C'est-à-dire que si on se spécialise en tant que femme, on ne marche pas sur les plates-bandes des hommes. Et là, les hommes n'étaient pas particulièrement intéressés. Et puis j'avais un poste en plus après à Genève. Et ce brevet m'était utile pour enseigner le cinéma. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce qu'était ce cycle d'orientation en 2 mots? Oui, parce que les gens ne savent pas. Hein. Souvent dans les cantons. C'est-à-dire qu'à Genève, il y avait eu déjà un changement de système. Il n'y avait plus l'école primaire, l'école secondaire. Il y avait une école qui s'appelait le cycle d'orientation de l'enseignement genevois, secondaire, où tout le monde allait dans la même école, depuis l'âge de 12 ans à 15 ans, ou 11 ans, je ne sais plus. Et moi, il y avait un directeur, Harry à l'époque, qui s'intéressait beaucoup à la télévision, au cinéma, qui était d'accord qu'on crée une télévision du cycle d'orientation, c'est-à-dire des films qui seraient intégrés à l'enseignement. Vous avez dit qu'il était d'accord, c'est-à-dire que vous lui avez proposé? Non, c'était quand même son idée. C'était pas mon idée. Mais il y avait de l'argent à l'époque. Et puis, disons, c'était dans l'air quand même, quelque part. Ça commençait à se faire aussi en France, de faire des films pour l'enseignement, d'histoire, etc. Donc, c'était Harry qui avait l'idée, mais comme lui était le directeur de tous les cycles, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Vous le connaissiez? Je l'avais connu dans une réunion, je ne sais pas comment j'étais tombée, à Bâle, sur télévision et enseignement. Mais je ne sais absolument plus comment j'avais été là-bas par quelqu'un qui m'avait signalé. Puis c'est là que je l'ai connu. Alors vous avez été engagée comme réalisatrice? C'est-à-dire, c'était toujours des statuts d'enseignants, enseignants de cinéma et réalisatrice. Vous donniez des cours de cinéma? Oui. Des cours théoriques? Oui, pas pratique. Alors là, ça ne m'aurait pas du tout intéressé. D'accord, des cours théoriques? Non, des cours théoriques, c'est-à-dire un peu d'histoire du cinéma. Je leur montrais des films, je leur expliquais des effets spéciaux, on fait le scénario, et puis c'était les dernières années du cycle.
D'accord. Et puis à côté de ça, Sinon, donc- j'aurais pas eu ce statut de réalisateur. d'accord. il Et à fallait que côté de ça, j'enseigne. vous avez réalisé des films. Oui, Donc là, en collaboration avec d'autres professeurs, avec des professeurs souvent, oui. mais aussi avec des techniciens Non. pour faire le film. Bon, il y avait des techniciens qui étaient là, mais disons, c'était avec des professeurs. On proposait des sujets où on savait qu'on pouvait trouver des archives ou qu'on pouvait faire un film sur ce sujet sans trop dépenser d'argent pour Mais chercher des c'est archives. vous qui teniez la caméra Non, 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 on avait un caméraman. Vous aviez toute liberté dans le choix des Oui, sujets. complètement, complètement. Ça aurait jamais été possible dans le canton de Beauce, hein, Pourquoi? cette liberté. Mais parce que c'est un canton beaucoup plus évolué, qui était beaucoup plus à gauche. Le canton de Vaud, c'était un canton réactionnaire, en tout cas à l'époque. Il n'y avait rien pour le cinéma, ou s'il y avait quelque chose, c'était pas du tout dans ce sens-là. Non, non, on était extrêmement libre. De nouveau, est-ce que vous vous souvenez du matériel que vous utilisiez? On avait une caméra 16, je peux pas vous dire si c'était parce qu'il faisait de l'animation, donc il devait y avoir une Bolex pour l'animation, et puis une Arriflame, vraiment ça je ne sais plus. Et puis une Nagra, quoi, comme toujours. À votre connaissance, c'est quelque chose qui s'est poursuivi, la réalisation de ces films? Bon, vous l'avez fait pendant de très nombreuses années, jusqu'à la fin des années 80. J'étais très contente parce que, en fait, j'avais un salaire. J'enseignais tous les lundis, donc j'avais toute la semaine de libre. Et puis je faisais un film par année d'un sujet, soit que je proposais, soit qu'un prof avec lequel j'étais d'accord, donc j'aurais pas pu trouver mieux. On avait des petits moyens, mais on le savait. Donc il fallait faire des films, on n'avait pas besoin de se déplacer à New York ou à Amsterdam. C'est des films qui sont conservés aujourd'hui? Oui, oui, j'espère. Non, mais je suis assez fière parce qu'il y a des films qui ont bien vieilli. Les Lettres de Stalingrad, c'est un film qui a très bien vieilli. Puis il a La été Grève primé, du surtout. 18, là, ouais. Les films que j'ai fait chez eux, dans l'ensemble, ils étaient bien. Comment les lettres de Stalingrad est arrivé à Cannes? Parce qu'il y a Mais reçu parce un qu'il avait, parce qu'il avait été sélectionné, parce que quelqu'un l'avait vu. Il y avait des semaines de films pour l'enseignement à Mannheim. Puis là, j'avais été, puis quelqu'un de Cannes l'avait vu, puis il a dit, il faut absolument que je prenne ce film. Donc c'est toujours une chaîne, en fait, les festivals. Est-ce qu'on pourrait revenir quand même sur la création d'Aquarius pour que les choses soient assez claires? Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'argent pour pouvoir en faire une société anonyme. Donc comment vous avez fait, tout simplement? Mais c'est-à-dire que pour Berne, quand on demandait de l'argent, il fallait avoir une maison de production. Moi, je ne peux pas me demander en mon nom propre. Donc, je pouvais le demander au nom d'Aquarius. Film production, mais je n'ai pas fait une SA parce qu'il fallait mettre une somme d'argent. Puis il fallait avoir 4 ou 5 personnes dans un comité. Moi, j'avais envie d'être seule et de faire comme je voulais. Et puis, c'était une société en nom simple. Et ce qui est toujours le cas. Oui. Et puis vous avez uniquement produit de vos films. Oui, C'est pas une j'ai société jamais qui a. produit Ouais. Ouais. D'accord. En 1972-73, vous avez accompagné votre mari aux États-Unis, à Boston. Et puis là, vous avez pu profiter de suivre des cours au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Suivre des cours, c'est bien juste? Oui, mais c'est-à-dire que, oui, un petit peu. Mais je connaissais très bien le responsable, qui est Leacock, qui est décédé dernièrement, qui est un grand cinéaste, un grand caméraman. Et Vous le connaissiez d'où? je le connaissais parce qu'avec tous ces festivals qu'on avait organisés, et avec Maisel, ils étaient venus à Paris. Enfin, je connaissais tous les gens qui faisaient des documentaires à l'époque, parce que c'était un petit monde. Il y avait Rogozine, l'anglais. Donc, je le reconnaissais. Puis il était d'accord que je vienne, que j'utilise son matériel, mais que je ne suive pas les cours. J'en ai suivi quelques-uns, mais en fait, il savait que j'en avais plus besoin, mais j'étais souvent pas d'accord avec son approche. Mais disons, bon, je faisais comme je voulais quand même. Et justement, est-ce que vous pourriez préciser
En quoi vous n'étiez pas d'accord avec son approche? Oui, tout à fait. C'est que lui, son idée, c'était one take, une prise. Mais s'il y avait un problème, tu n'as pas le droit de faire 2 prises. Mais si tu as les possibilités, pourquoi tu ne ferais pas une deuxième prise si tu as une première prise où, par exemple, quelqu'un donne un coup de pied, qui était le cas, dans le micro. Donc on entend un monstre bruit. On ne sait pas ce que c'est. Et là, moi, j'ai repris. Puis la fille avec qui je bossais, quand j'ai fait ce film sur le karaté, elle ne voulait pas le refaire parce qu'elle a dit non, Leacock a dit. Ben, j'ai dit écoute, c'est moi qui fais le film. Moi, je faisais le son, elle faisait l'image. Pour finir, elle l'a fait avec beaucoup de mauvaise volonté. Mais c'était. Moi, ils étaient plus comme ça, mais bon, c'était sa manière de travailler. Puis peut-être qu'il n'a jamais eu besoin de refaire une prise. Parce qu'il a fait de très beaux films. Enfin, Ça, c'était au nom de quoi? De respecter la réalité Pourquoi Voilà. Mais c'est... Est-ce que vous savez pourquoi? Mais vous savez, il y avait aussi, si on prend des exemples, oh, j'ai un blanc là, comment s'appelle le réalisateur, Los Olvidados, celui qui a fait le réalisateur des... Buñuel? Oui, Buñuel aussi, c'était une prise. Et puis d'autres qui en font 35. Je veux dire, comme ça, on se fixe des règles, et puis on en reste à ces règles. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais analysé pourquoi. Hein? Il y avait eu une bagarre que je trouvais intéressante entre Evans, Rouge et je ne sais plus qui, à propos de Flaherty. Est-ce que Flaherty a éclairé... Alors, d'après Evans, c'est un scandale parce qu'il avait mis un éclairage dans l'igloo. Mais qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel, c'est que c'était bien. Qu'est-ce qu'on va se bagarrer, se chipoter pour des histoires de chapelle? Donc, par exemple, vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette notion de cinéma-vérité, par exemple? Oui, mais ça ne veut rien dire. Il était d'accord, Rouge, parce que j'entends, c'est un mot complètement galvaudé. On n'a pas plus la vérité, parce qu'on s'appelle cinéma-vérité, que quelqu'un d'autre. Mais ça a été une mode à un moment donné. Et puis on ne sait plus qui a lancé ce mot cinéma-vérité. Je me souviens, mais c'est complètement... Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir... justement, c'était l'idée de ne pas refaire une prise parce qu'il fallait rester dans la vérité. Mais de toute façon, déjà le cinéma, c'est comme Vaslavitch le disait, là, c'est la réalité de la réalité. Vous êtes là, si vous étiez pas là, je dirais peut-être pas exactement la même chose. Je fais attention à mes mots, enfin, je soigne mon vocabulaire, enfin, je fais des choses que je ne ferais pas si j'avais si je vous avais comme ça sur une caméra. Donc, on sait bien que c'est la réalité de la réalité, c'est comme ça. C'est pour ça que ce mot cinéma-vérité, ça ne veut rien dire. Vous avez Bon, évoqué... je m'excuse. Quand même, il y avait eu à l'époque une grande bagarre. Rouge citait toujours l'exemple de ce Mondocane. C'était un cinéaste italien qui faisait le tour de l'Europe avec son film qui s'appelait Un monde de chiens. Mondocane, ça voulait dire qu'il montrait toujours des choses affreuses. Le gavage des oies, pour montrer comme c'était affreux. On ne peut pas montrer que ça, quoi. Mais lui, s'était fait une spécialité. Alors c'était un peu dire l'anti-Mondocane, quoi. Je ne sais plus comment s'appelait ce réalisateur. Vous avez évoqué le film sur le karaté qui s'appelle Oui. Suzanne. Et puis, donc c'est un film que vous avez réalisé aux États-Unis en 74. Vous avez aussi fait un deuxième film, No More Fun, No More Games, à la même période, donc aux États-Unis. Ça, c'est 2 films qui ont été produits comment? Par mois. Mais c'était vraiment, vous voyez, 4 sous, quoi. Je veux dire, il fallait payer la pellicule. J'avais même demandé à mes parents de m'aider. Parce qu'il me fallait, je ne sais pas, 3000 francs. Puis on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. On voulait traverser encore les États-Unis. Donc, je ne sais pas, ils m'ont donné la moitié. Puis j'ai réussi à avoir 3000 francs parce qu'il fallait... C'était la pellicule, parce que la caméra, je l'avais eue par... c'était la caméra du MIT. D'accord. Tout le matériel était du matériel de la MIT. Et ces 2 films, en fait, où un, c'est vraiment sur Suzanne, en français, puis l'autre, c'était sur son groupe. C'était le Rape Center, un groupe de femmes violées. C'était en anglais, puis je n'avais pas les moyens de mettre des sous-titres à l'époque.
Mais c'était aussi des femmes qui faisaient du karaté. Parce que je restais dans le même contexte, parce que j'avais pas tellement les moyens à l'époque. Il fallait quand même beaucoup éclairer avec la pellicule, donc j'avais pas les moyens de beaucoup me déplacer. Et là, il n'aurait pas été possible de demander des subventions en Suisse ou bien aux États-Unis J'avais demandé des subventions pour moi, pour mon séjour d'études, mais je ne les ai pas eues. Donc, Vous aviez demandé j'ai à Berne. renoncé, j'avais demandé à Berne. À Berne, moi, j'ai eu des noms, 10 fois plus de noms que de oui. Hein. J'étais classée dans les noms. Mais j'ai quand même eu quelquefois de l'argent, mais rarement. Qu'est-ce que vous avez ramené de ce séjour aux États-Unis au niveau professionnel? Une espèce d'ouverture. J'avais plus peur. J'avais plus peur des autres, j'avais plus peur de moi-même, j'avais la confiance. Ça, c'est les Américains, les Américaines, la manière de travailler. Le fait d'avoir vécu là-bas une année avec ma famille, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. On a l'impression que là-bas, c'était plus facile de faire des films qu'en Suisse. Je ne sais pas si c'était plus facile, parce qu'en fait, c'était aussi très compliqué d'avoir de l'argent. Mais il y avait une atmosphère, et puis moi, j'étais beaucoup à cette section de films. J'ai rencontré pas mal de gens, là, j'ai vu des films. Donc, ouais, c'était une libération, quelque part. C'est à votre retour des États-Unis que vous avez réalisé La mort du grand-père, Voilà. votre premier long métrage. Vous aviez d'abord prévu de faire un moyen métrage, c'est juste? Oui. Et puis donc, pour que ça en devienne un long, vous avez dû faire des recherches de financement, enfin j'imagine dès le début. Vous êtes adressé à qui? Mais là, alors, c'est Arte le comble, c'est un film aussi suisse. La télévision a dit non, Berne a dit non, et puis finalement, c'est Arte qui m'a produit, parce qu'ils me connaissaient, ils avaient beaucoup aimé les lettres de Stalingrad. Donc, Garel et les autres m'ont dit non, mais... Ah non, 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 c'est pas C'était vrai, TF1. non, non, je m'excuse. C'était Manette Bertin, c'était Lina. Lina. Nina qui m'avait aidée. Et puis après, la télé a quand même pris le train, puis Berne aussi, mais il fallait... C'est quand même la France qui m'a aidée d'abord, pour un film très suisse, en fait. La télé suisse, mais aussi TF1, c'est juste? Mais TF1, c'était Lina, si vous voulez. D'accord. C'était Lina qui produisait une série qui s'appelait Caméra Jeu pour TF1. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance, parce que ça tombait juste dans leur cycle. Et puis je crois que Aquarius, donc vous-même, a aussi apporté près de 40 000 francs, c'est juste? Oui, mais je ne sais pas où je les ai eus, ces 40 000. Ah oui, oui, oui. Je ne peux pas dire, c'était quelqu'un qui m'a donné de l'argent. C'était privé. Ma famille, qui est D'accord. la famille riche, la côté aisée. Ma famille, la partie riche de ma famille. Et puis il y a le film et vidéo collectif d'Écublanc qui apparaît aussi parmi les producteurs de films. Vous connaissiez, parce qu'ils étaient en train de produire Les Petites Fugues à l'époque. Oui. Vous connaissiez cette équipe-là? Quel type? L'équipe du vidéo et film collectif Oui. d'Écublanc. Oui, oui. Il y avait Amiguet, il y avait Choupard. Moi, j'en faisais pas partie. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait exprès ou comment ça s'est passé? Mais je les connaissais. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai signé le contrat. Je crois pour l'INA, parce qu'il fallait passer par une boîte de production. Je crois que j'avais pas Aquarius à l'époque. Si, vous l'aviez déjà. Si, mais je l'ai dû le faire. Je me souviens, c'est Amiguet qui a signé. J'ai dû le faire avec eux. Je ne sais plus pourquoi. Alors la première diffusion du film s'est faite sur TF1. Oui. Ça, c'était dans le contrat, j'imagine. Et puis après, c'est vous-même qui vous êtes chargé de distribuer le film Oui. pour qu'il passe sur grand écran. Comme à l'époque, c'était plus facile aussi. Vous faisiez comment? Vous alliez toquer aux portes? Non, mais c'est-à-dire que j'avais des très bonnes critiques. Et puis, je connaissais le directeur du cinéma du Bourg. Et puis, il l'a pris, ça a bien marché. Et puis après, bon, ils l'ont pris à Genève. Donc, c'était assez facile à l'époque. On Facile. n'avait pas besoin d'avoir un distributeur, il me semble. Mais par contre, c'était impensable de pouvoir se rembourser avec les recettes du film, se rembourser. Non, c'est même maintenant. Je ne sais pas qui se rembourse. Bon, grâce aux fonds régiaux et compagnie.
Mais sinon, on ne se rembourserait jamais. Mais donc ça veut dire que quand vous avez fait la mort Moi, je du mets plus grand-père, d'argent d'ailleurs, parce que je me méfie. vous avez fait à fond perdu. Vous saviez Oui, que mais c'était c'était de toute pas mes façon. 40 000 francs, on me les avait donnés. Mm. Donc, si j'ai enfin, fond perdu, parce que si on les récupérait pas, c'était pas dramatique. C'était d'ailleurs un don. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu quand même de votre statut de réalisatrice, parce que le réalisateur sur un film, c'est lui qui commande. Et puis à l'époque, j'aimerais savoir comment ça se passait pour une femme de donner des ordres, d'être la chef. Ouais, c'était pas évident. On dit autoritaire, parce que on est obligé. Mais ça allait, bon, plus ou moins, ça dépendait des équipes. Mais il y avait un ingénieur du son qui était un mauvais ingénieur du son, en plus, à Genève, avec qui j'ai eu des gros problèmes, parce que je lui demandais quelque chose, il répondait oui, cheftaine. Il supportait pas qu'une femme lui demande quelque chose. Puis il a fait beaucoup de boulettes parce qu'il était mauvais, quoi. On vous prenait au sérieux? Oui, à la longue, parce que j'ai eu des prix, puis les lettres de Stalingrad a été... C'est grâce à ça on a fini par me prendre... Mais à la Genève, à part ce type, j'ai pas connu de discrimination, honnêtement. Beaucoup moins qu'avec les cinéastes ou comme ça. Vous étiez en contact avec d'autres femmes cinéastes suisses ou pas suisses? Est-ce que c'était à l'époque que je sais pas. Je sais pas, à n'importe quelle Moi, époque. j'avais des contacts, oui, avec Patricia Plattner, avec Lucienne Nana, enfin, celle que je vois encore, avec Isa Essay. Mais le problème, c'est qu'on s'est réunis au début, et puis le problème, c'est qu'elles parlaient tous l'allemand, suisse-allemand, sauf moi. Alors, encore une fois, je me trouvais isolée, donc je ne suis plus retournée à ces réunions. Il y avait aussi June Kovacs qui était dans Oui, ce June film. Kovacs, qui est une très bonne cinéaste, hein, qui a fait un très beau documentaire qui s'appelle Victor und die Erziehung. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Vous vous souvenez comment vous l'avez connue? Mais je l'ai connue, non, franchement, je ne sais plus comment... C'était dans l'air, à Paris aussi, avec Delphine, Seyrig et compagnie. C'était dans l'air, les groupes féministes. Moi, je me souviens avoir montré Suzanne devant 500 personnes. À Paris, c'était que des femmes. Il y avait 2 hommes, et il y en a un qui a dit au bout de 10 minutes, « Ah, moi, je ne supporte pas. » Puis il est parti. Il a fait lever tout le monde, et il est parti. Pendant le film sur le karaté, il ne supportait pas qu'une femme dise des choses comme ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de mouvements féministes, en Amérique aussi. Mais je les trouvais... Les féministes américaines, j'avais de la peine, parce qu'elles étaient trop tough. Si vous n'étiez pas lesbienne, vous n'étiez pas bien vue. C'était presque tous des groupes de lesbiennes, là aussi, dans le karaté. Et puis, il fallait être pas marié, pas avoir d'enfants, sinon vous étiez mieux. Ça me convenait pas non plus. Et puis d'abord, quand je voulais faire le film sur le karaté, c'est parce que j'ai connu Suzanne, qui avait fait une thèse de doctorat sur Marguerite Duras, et que je connaissais Marguerite Duras par Edgar Morin, voilà, et qu'elle était venue montrer ses films au MIT. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne. Mais disons, son groupe ne voulait pas que je vienne filmer, parce que je ne faisais pas de karaté. Et puis après, son groupe ne voulait pas que Leacock m'aide pour l'éclairage, parce que c'était compliqué, des gens, tous les gens blancs. Nous, on n'était pas très habitués à devoir prendre toutes ces décisions. Elles ne voulaient pas laisser entrer Leacock, parce qu'elles étaient très, très tough, hein, et puis elles avaient des œillères. Mais c'est comme ça, peut-être quand on développe un mouvement opposé à la société, on est obligé d'être comme ça aussi, hein, probablement. Donc, juste pour préciser, donc, il y a eu des velléités de fonder avec d'autres réalisatrices suisses un groupe, un collectif de femmes. Mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais c'est une question de langue. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai beaucoup d'estime. Et puis Patricia, je ne sais pas si elle faisait déjà des films, mais il n'y avait pas Patricia. S'il y avait eu 2 romandes, comme à l'école avec Yersin, je ne me serais pas sentie comme ça isolée. Mais il y avait Isa Essay, il n'y avait que des Suisses allemandes.
Il y avait Lucienne Lana. Lucienne Anna, oui, mais Lucienne, elle, si tout le monde parle allemand, elle parle allemand. Elle est bilingue, elle a la chance d'être bilingue. Oui. Mais ça, c'est de notre faute aussi. Je pense on aurait dû apprendre le suisse allemand. Si c'était à refaire, moi, j'apprendrais le suisse allemand. Si je devais refaire ma vie. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est un handicap, après on se plaint parce on est mis de côté, mais en réalité, il faudra apprendre le suisse allemand à l'école. C'est vraiment très utile. Oui. J'aimerais bien qu'on parle de votre deuxième long métrage, réalisé en 82, Parti sans laisser d'adresse. C'est une fiction. Oui. Alors, comment s'est constituée la production de ce film-là? Alors bon, il y avait la production, La ou production, la oui. préparation. La production. La production, Chercher le financement. c'est-à-dire que j'avais eu l'idée j'avais lu dans un article, je suis obligée de parler d'abord de l'idée sur un garçon qui s'était suicidé en prison, et puis qu'après on avait noté sur ses lettres parti sans laisser d'adresse. Et puis j'avais vu la journaliste que je connaissais, puis j'avais un peu demandé qui était ce garçon, où étaient ses parents, est-ce qu'il avait tenu un journal. Puis j'étais en contact avec la famille, puis il avait toute la mère avait gardé toutes ses lettres. Et puis en prison, je crois que j'ai retrouvé aussi ses lettres, je ne sais plus. Mais après, j'avais donc écrit un premier scénario avec un Belge que je connaissais. Alors, dans l'idée d'abord de peut-être faire un documentaire ou tout de Non, suite tout l'idée de de la suite une fiction? fiction, parce que c'était pas possible de faire un documentaire. Le garçon était mort, en prison, comment faire un documentaire? C'était très cloisonné à l'époque, donc... Vous aviez je dit me suis aussi dit- dans une interview que faire un documentaire en Suisse sur un drogué, ça aurait pas été soutenu financièrement, ça aurait pas été un sujet. C'était aussi Si j'avais fait un documentaire? Voilà, ouais. Ouais, mais maintenant, Ça si passait je mieux. réfléchis, c'est impensable à l'époque de faire un documentaire dans la prison, avec des gens qui auraient parlé de lui. D'accord. Il fallait que j'aille plus loin avec lui. Puis comme il était mort, il fallait trouver une autre solution. Donc là, j'avais écrit ce scénario, je crois, avec Éric de Kuiper, je sais pas, ça doit être, que je connaissais, parce qu'il connaissait Chantal Akerman, puis que j'avais rencontré Chantal Akerman dans des groupes féministes à Paris, et qu'avec lui, je m'entendais bien, et puis on a écrit ce scénario, et puis après, je sais pas comment, Anchaud a eu Justement, vent de- c'est la première fois que vous avez collaboré avec Jean-Marc Anchaud Oui. sur ce film. Oui. Vous vous êtes connu comment, vous vous Je souvenez? ne sais plus, justement. On m'a dit, oui, il y a une espèce de type paysan qui produit des films, qui habite les ponts de Martel. Tu devrais aller le voir. Mais je ne sais plus qui m'a dit ça. Il était un peu connu, quoi. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis il a trouvé bien. Et puis lui, il était d'accord d'investir un peu d'argent dans le film. Et puis après, bon, on a cherché les voies habituelles, quoi. Dans le film, Il me semble qu'il a été refusé aussi une ou deux fois, ce film. J'ai dû le refaire, je ne sais pas combien de fois. dans le film Chère Jacqueline, le film de Dominique de Riva, il y a une petite séquence où on vous voit aller chez Jean-Marc Anchaud. Non, mais elle est bien, mais Dominique, je lui ai dit, mais elle est 2 fois trop longue. Elle aurait un intérêt, cette séquence. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Il dit, ma petite Jacqueline, on va faire ça. Non, c'est 3 fois trop long. Mais alors, c'est pas tellement de ça que je voulais parler, mais Ah. c'est comme ça que ça se passe. Vous négociez avec le Oui, producteur. oui, ça, oui. Ça, c'est comme ça. Oui. Mais ça, c'est pas fait parce que le vieux, je sais plus s'il est mort ou il a plus voulu qu'on fasse de film. On parlait d'un gars qui faisait des carrelages, je crois, je sais pas, un truc. D'accord, oui. Oui, ça arrive que ce soit comme ça, c'est pas toujours comme ça. C'est quoi pour vous le rôle d'un producteur? Producteur idéal, ce serait quelqu'un qui vous materne, qui vous aide, qui vous prenne la main quand vous en pouvez plus, qui vous donne de l'argent. Et puis, non, mais ça n'existe pas. Hein. Mais je dois dire, en show, bon, on s'est beaucoup bagarré, mais on s'est aussi pas mal entendu. Et de ce côté-là, il était assez présent. Quand il y avait une bagarre, une mésentente sur un film,
avec Riffel, par exemple, je sais pas. Il est venu, il est intervenu, il a essayé d'aplanir les choses. Et je trouve que c'est un type qui avait beaucoup de psychologie. Est-ce que les J'ai fait beaucoup de films avec lui après. Oui, oui. Est-ce que les producteurs interviennent aussi sur ce que vous faites, sur votre travail de réalisatrice? Non, pas vraiment. Après, au montage. Puis souvent, il a assez l'œil. En show, il avait pas mal d'intuition. Je dis il avait parce qu'on travaille plus ensemble. Il n'est pas mort. Mais il avait beaucoup d'intuition, donc quand il y avait quelque chose au montage qui n'allait pas, il le sentait bien. Mais il n'intervenait pas à la réalisation. Il ne venait pas sur la production. Sauf quand il y avait des problèmes. Puis je pense que c'est juste comme ça. JMH, donc la boîte créée par Ancho, a été aussi votre distributeur, c'est juste? Oui, parce qu'il a fait de la distribution. Films. Pour vous, la distribution, vous vous en êtes beaucoup préoccupé. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup allé avec vos films, rencontrer le public. Oui, parce que c'est la seule façon. Pour les documentaires, si vous ne l'accompagnez pas, les gens ne les prennent pas. Mais moi, ça ne me déplaît pas, parce que je vais dans des endroits où j'aime bien les gens, où j'ai des amis maintenant, où, ça fait partie du métier, et puis ça, c'est un côté que j'aime bien, côté social. J'aurais une question qui tourne un petit peu autour de la télévision, parce que votre deuxième film de fiction, long métrage, L'Évanouie, réalisé en 93, est en fait un téléfilm. C'est un téléfilm parce que on avait eu Berne, pour la seule fois de ma vie, j'ai eu Berne la première fois, mais on n'a jamais réussi à monter financièrement le film. Parce qu'il manquait toujours de l'argent. La télé avait donné à la télévision suisse, mais la télévision française ne voulait pas donner. Enfin, on avait renoncé au film. Et puis après, un jour, qu'on avait une séance, je ne sais plus, Quand vous dites on, ben, c'était le producteur, Jean-Marc Anchaud. Jean-Marc Anchaud. On avait renoncé, mais on ne se parlait plus avec Anchaud. Je ne sais plus pourquoi. Je sais qu'on ne se parlait plus. Puis on s'est vus dans une réunion de cinéastes, producteurs, etc. à Vevey. Puis je me souviens que tout d'un coup, je vois qu'il vient vers moi et il me dit, il faut qu'on se reparle. Parce que j'ai trouvé l'argent pour le film. Alors bon, et puis on était embarqués. Alors c'était la télévision française, FR3, oui, qui était d'accord de produire le film. Donc c'est resté un téléfilm. Il aurait fallu, je crois, pour le sortir en salle, faire un nombre de paperasseries vraiment compliquées. Et puis on a renoncé à le faire. Mais il aurait pu sortir en salle. Il était tourné en 16, il n'y avait pas de problème. C'est quoi pour vous la différence entre un film cinéma, un film télévision, au niveau formel? Mais moi, je n'ai pas vu de différence parce que j'avais un excellent chef-op de Kaiser. C'était une coproduction avec la France, donc il y avait pas mal de Français dans le film. Et on n'a pas fait la différence. Bon, on dit toujours un téléfilm, c'est un peu bâclé, ils vont plus vite. Probablement qu'ils ont plus de plans à faire en une semaine. Mais moi, c'est le seul exemple où on a dit que c'était un téléfilm. Mais bon, je n'ai pas vu la différence ni au montage, ni au tournage. Bon, là, on parle de fiction, mais comme vous avez plutôt fait du documentaire, c'est quoi pour vous la différence entre documentaire et reportage? Ah oui, documentaire, je déteste qu'on dise que je fais du reportage, parce que le reportage, c'est beaucoup plus vite fait. On fait de la captation. Eh bien, j'ai rien contre la captation, parce que quelquefois, on doit faire de la captation. Mais quand même, un documentaire, c'est réfléchi, on réfléchit au film, au sujet. Quand on fait un reportage, bon, on est envoyé sur place, on fait ce qu'on peut. Et puis, on réfléchit pas avant comment on allait faire le film, etc., quoi. C'est ça que vous appelez Donc moi, captation? je trouve que je fais du documentaire et pas du reportage. Captation, c'est aller sur place et de voir tout de suite... c'est ça que vous entendez? Non, pas toujours même, avant qu'on ait la vidéo. On voyait pas, mais du reportage, c'est pas préparé à l'avance. C'est pas se dire on fait tel plan. Mais des fois, vous faites aussi du reportage, de la captation dans un documentaire, vous pouvez pas faire autrement. J'entends le reste, c'est quand même très préparé. Parce que vous avez réalisé une série justement de portraits reportages, Ma rue raconte, pour la TSR. Mm-hmm. Alors ça, justement, c'était une expérience comme...
Comment- Ouais, c'était une expérience intéressante parce que on n'avait pas beaucoup de temps. Moi, j'avais proposé cette série à la télé. Et puis Jean-Marc Anchaud l'a coproduite. Et on avait un jour de tournage, bon, pas mal de préparation avant, puis un jour de montage pour 5 minutes. Et c'était vraiment, il fallait vraiment très bien préparer, hein. Puis peu tourner, c'est un apprentissage aussi. Bon, moi je tournais jamais beaucoup parce que j'ai tourné en film, mais quand même, de se dire, attends, t'as 5 minutes, c'est pas la peine de faire 25 minutes, une demi-heure de plan, si on a 5 minutes à prendre après, avec un jour de montage. Donc j'ai travaillé comme assistante avec Dominique de Riva, qui me faisait souvent des signes pour dire ça suffit, parce qu'elle se rendait bien compte que, étant réalisatrice elle-même, qu'on avait trop de matériel. Alors moi j'ai bien aimé faire ça. Vous avez fait le passage de la pellicule à la vidéo? J'étais obligée, j'ai pas eu le choix. Mais disons, c'était difficile pour moi. Parce que j'ai pas l'habitude de voir à mesure ce que je fais. C'est un peu comme les comédiens qui aiment bien se voir au montage, puis d'autres qui n'aiment pas. Ben moi, j'aime pas. Mais des fois, je suis obligée parce que tout le monde veut revoir ce qu'on a fait. Moi, je me dis, attends, il va manquer ça, il va manquer ça. Ça m'angoisse plutôt. Et puis, j'aime mieux avoir la surprise après au montage. Parce que j'ai fait les 3/4 de mes films comme ça. Donc, c'est aussi pour ça. Pour conclure, j'aimerais bien savoir si finalement vous avez pu vivre de votre métier de réalisatrice. Moi, j'ai pu vivre parce que j'avais un mari qui était architecte, qui travaillait. Et puis, si j'avais été seule, j'aurais vécu dans un studio, et pas dans un appartement. J'aurais pu, mais vivre très modestement, parce que j'avais ce poste au cycle d'orientation d'enseignant et de réalisateur, où j'avais un salaire fixe. Pour le reste, bon, vous savez jamais, vous avez des fois une prime à la qualité. À l'époque, où vous pouviez 30-40 000 francs vivre un certain temps, mais c'était trop aléatoire. Disons, pour moi, comme je dis, ça aurait pu aller parce que j'avais ce poste aussi d'orientation. Et l'idée de faire du film de commande, ça c'était Non, exclu. exclu. Bon, si j'avais pas eu le choix, peut-être je l'aurais fait. Sur votre site internet, vous êtes présenté comme cinéaste ethnologue. Oui, parce que j'ai quand même un diplôme d'ethnologue. Et puis quand même, c'est ma spécialisation de faire des films plus ethnographiques. Alors Jacqueline Veuve, documentariste, cinéaste suisse, ethnologue? Les Qu'est-ce que- trois. Les trois. Les documentaristes d'abord. Merci beaucoup, Je vous en Jacqueline. prie. Moi, je suis contente quand je vois mes anciens films sans vanité, je trouve qu'ils Ouais, je trouve qu'il y a de fonctionnent quoi. bien. Et puis, j'ai eu une bonne vie, quoi. Parce que j'ai plutôt aimé mon mari, j'ai eu des enfants. Enfin, en même temps, j'ai fait les films que j'avais envie de faire. Donc, bon, mais il y a des films qui ne sont pas faits parce que c'est comme ça dans la vie, mais je suis plutôt une femme, comment est-ce qu'on dit, comblée, ça, j'ai horreur de ce mot, mais j'ai plutôt eu de la chance. Mais bon, il faut savoir saisir sa chance, ce que je disais tout à l'heure. Si vous la saisissez pas, bon, ben, il ne se passe rien non plus, hein. C'est pas terminé. Non. Non. On dit toujours, ouais, le hasard, mais il faut savoir encore saisir le hasard, hein. C'est vrai. Ma chance a été d'aller au musée de l'homme, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment ça aurait été autrement. Je serais peut-être restée bibliothécaire à classer des fiches.